Le Soudan. Des milliers de kilomètres de brousse. Les cartes signalent gazelles, antilopes, lions, phacochères. Elles oublient de mentionner chacals, hyènes, serpents, scorpions et surtout moustiques. Au milieu de cette nature hostile, de loin en loin, un village où des hommes vivent à peu de choses près comme leurs aïeux ont toujours vécu. Leur lit, une simple natte posée à même le sol. Le mari habite seul, chacune de ses femmes dans une case séparée. C'est le point d'eau qui a déterminé l'emplacement du village, car l'eau dans ces régions tropicales est la condition essentielle de toute vie. De nos jours encore, le tisserand travaille avec le coton récolté dans le champ voisin et filé par les femmes. Le pilage du mil est un important travail de chaque jour. Ce mil est à la fois le pain, la viande, le légume, le dessert de tous les repas. Comme dans la plupart des travaux collectifs, le tam-tam rythme le battage du mil. Le grain est emmagasiné dans d'étranges greniers. Que la saison des pluies ait été trop courte, la récolte insuffisante, ce sera la famine, comme celle de 1914, qui fit plus de 250 000 victimes au Soudan. Cette eau qui permettrait de transformer la vie agricole du Soudan existe cependant emprisonnée entre les rives du plus beau des fleuves, le Niger. Elle passait inutile au travers de plaines desséchées et seules quelques tribus de pêcheurs en tiraient profit. Le Niger prend sa source au voisinage de l'océan. Il s'en éloigne, remonte vers le nord aux confins du Sahara, pour redescendre ensuite vers le sud et se jeter dans l'Atlantique. Tout fait penser qu'autrefois il terminait sa course dans un vaste lac central. Le Niger, ayant au cours des siècles surélevé son lit et trouvé son cours actuel, le lac disparut, en laissant subsister d'importants défluents qui s'asséchèrent à leur tour. Il apparut ainsi qu'il suffirait d'élever légèrement le niveau du fleuve à l'aide d'un barrage pour remettre en eau ces défluents. Des topographes se répartirent dans la brousse hostile pour relever les courbes de niveau et vérifier les possibilités d'irrigation. À plusieurs journées de marche du point d'eau le plus proche, il devait emporter de la nourriture et de l'eau pour subsister pendant des mois, sans aucun contact avec le monde civilisé, seul, au milieu de porteurs et de manœuvres dont il ne parlait pas la langue. Ils devaient apprendre à leurs aides les opérations précises des relevés topographiques. Sur les 25 pionniers qui se sont succédés, 9 sont morts victimes de la brousse. L'un d'eux, le sergent Ballanger, fut retrouvé déchiqueté par les hyènes.
les difficultés furent surmontées, les premières pistes tracées, l'emplacement du barrage définitivement fixé et les travaux commencèrent. Sur plus de 2 km de largeur, le Niger allait être barré. Œuvre gigantesque en soi, mais surtout d'une réalisation extraordinairement difficile. Un chantier en pleine brousse, dans un pays sans chemin de fer, pratiquement sans route, à 1500 km de Dakar. Des milliers de tonnes de ciment, de fer et d'outils furent amenés par le fleuve, le plus souvent en pirogue. Faisant place aux improvisations du début, un véritable port était peu à peu aménagé. Le chantier était équipé de moyens puissants et peu avant la guerre, les premières travées du barrage s'achevèrent. Simultanément, d'immenses étendues de brousse étaient nettoyées. Les baobabs eux-mêmes ne résistent pas aux puissants tracteurs. Tous ces bois sont réunis en tas pour être ensuite brûlés. La principale difficulté du nivellement, ce sont des insectes, les termites qui les créent. Les termitières dépassent parfois 3 mètres. Elles sont constituées par un véritable ciment d'une grande dureté. Les canaux sont creusés par des machines dont les formes varient selon le travail qu'elles ont à faire. Des scrappeurs raclent la terre pour la transporter aux emplacements des digues. Le nivellement est achevé avec des appareils spéciaux et l'immense plaine, arrachée à la brousse, s'étend maintenant à perte de vue. Les années ont passé. Malgré la guerre, le travail a continué, le barrage est achevé. L'eau est retenue par des volets, les hausses mobiles. L'ensemble comporte 14 travées de 35 hausses chacune. Le pont qui surmonte l'ensemble permet le passage d'une voie de chemin de fer. Mais son but principal est de supporter des chariots munis de bras articulés qui permettent la manœuvre des hausses.
Ses bras sont commandés d'une cabine solidaire du chariot. Une échelle à poissons complète l'ensemble. Pauvres petits poissons qui, après s'être donné tant de mal, arrivent en haut de l'échelle pour se faire avaler par les gros silures postés là tout exprès pour les gober. Le vif est moins difficile à prendre que dans la Seine. Ce pourrait être ici le paradis des pêcheurs s'il ne faisait 40 degrés à l'ombre. Une heure de pêche, 50 kilos de poissons. Des hausses mobiles sur plus de 800 mètres, prolongées par 1800 mètres de digue, soit 2,6 km au total, tel est le barrage du Niger. Les eaux ainsi retenues sont dirigées par un grand canal adducteur sur 2 vannes écluses principales. De ces vannes, l'eau ira rejoindre les anciens défluents du Niger, qui les conduiront à plus de 150 km au nord et 200 km à l'est. Les surfaces irrigables sont plus vastes que la Corse. Voici l'une des vannes principales. Une écluse permet le passage de grandes péniches. Au travers de dizaines de kilomètres d'une zone encore désertique, le canal adducteur va rejoindre l'ancien cours naturel du défluent. L'eau s'en étant retirée depuis des siècles, il était devenu un val boisé. La culture du riz nécessite un planage rigoureux qui permettra de maintenir pendant tout le temps de sa végétation une couche d'eau uniforme de 10 à 25 cm. Allez! Tout un système de vannes permet de régler les débits dans les canaux partiteurs et dans les arroseurs en fonction des besoins de l'irrigation. Plusieurs fois par semaine, les cultures de coton sont irriguées. D'innombrables rigoles permettent de baigner chaque pied de coton, chaque pouce de terrain. Le riz, lui, émerge de l'eau comme des joncs. La brousse a fait place à d'immenses cultures. Le soleil se réfléchit sur l'eau qui les baigne uniformément. Voici décembre. Les rizières ont été asséchées, la moisson du riz est commencée. Des crieurs veillent en permanence pour chasser les oiseaux. Toute la famille est réunie.
Allez là comme avant, allez. Aïe. Au bruit de la batteuse moderne s'ajoute celui du tam-tam éternel. « 2000 à 2500 kg à l'hectare. Nous sommes loin des 600 ou 800 kg des cultures de brousse. Le chef de famille préside. Ailleurs, à peu près à la même saison, mais s'étageant sur une durée beaucoup plus longue, le coton est récolté. Les capsules sont cueillies une à une. Le coton, c'est un duvet qui entoure les graines du cotonnier. Le déjeuner a lieu sur place. Hommes d'un côté, femmes et jeunes enfants de l'autre. La traditionnelle pâtée de mil, à défaut d'être appétissante, est au moins copieuse. Elle est souvent complétée maintenant d'un peu de viande ou de poisson. Signe d'un progrès qui révolutionne l'économie de ces régions, le paysan noir vient monnayer une abondante récolte de coton à l'usine coopérative, dont il est pour une certaine part propriétaire. Sa production est maintenant suffisante pour lui assurer une aisance dont ses parents n'auraient même pas rêvé. Un grand volume de transactions est ainsi créé, dont témoigne l'activité des marchés. Ce ne sont plus seulement des calebasses de mil ou des poignées d'épices qui s'y vendent, mais aussi les productions les plus modernes de nos usines. Simultanément, des rizeries, des usines d'égrenage du coton, des huileries, des savonneries, des ateliers mécaniques ont été construits, permettant de traiter dans les meilleures conditions une production chaque jour plus forte. Les machines sont réparées ou montées sur place. Une briqueterie alimente avec peine tous les nouveaux villages en construction. Chaque année, de nouvelles cités naissent. De la tente du pionnier à ce bungalow moderne, le chemin parcouru est immense, bien qu'il ne soit séparé que par quelques années. Marcala, Kolongotomo, Kokri, Nyono, autant de bourdes et d'écoles, de dispensaires, de maternités. La mortalité infantile
qui autrefois dépassait 85%, a été réduite à 15%. Mais l'accroissement de la population qui en résulte rend plus urgente encore la création de nouvelles sources de richesses agricoles. Une centaine de villages de colonisation exploitent actuellement quelques dizaines de milliers d'hectares de culture. Ce n'est qu'un commencement, le travail continue. Chaque jour, la brousse recule davantage. Dans un proche avenir, 500 000 hectares seront cultivés. Le temps n'est pas loin où nos enfants liront sur leur géographie delta central du Niger, riche province agricole de l'Union française, à 6000 km de Paris.